bonjour aux premiers qui nous rejoignent. On va attendre d'être un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Bonjour aux 32 premières personnes qui sont avec nous. Bonjour. Je suis en compagnie du docteur Stéphane Tardif, docteur vétérinaire et rédacteur pour Wamiz. Et comme chaque semaine, nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions, surtout le docteur Tardif qui répondra à vos questions. Alors aujourd'hui, c'est un live spécial santé du chat. Santé du chat, la semaine prochaine, on sera plus sur une thématique chien. Chaque semaine a un thème. Et alors, tout simplement, posez toutes vos questions dans les commentaires. Je précise bien dans les commentaires, pas en message privé sur Facebook, pour que nous sélectionnions votre question et que le docteur Tardif puisse y répondre. Alors, comme il s'agit d'une thématique santé du chat, on tient quand même à préciser qu'il ne s'agit pas d'une consultation. Si votre chat a un problème de santé, au moindre doute, il faut que vous alliez consulter un vétérinaire, parce que le docteur Tardif est là pour donner des conseils plutôt généraux, pour vous aiguiller si vous avez besoin de conseils. Mais si votre chat est malade ou que vous suspectez une maladie, évidemment, il faut aller chez le vétérinaire sans attendre. Et malheureusement, effectivement, je ne pourrais pas deviner sans voir ou pouvoir toucher l'animal. Donc, si jamais vous avez une question du type « mon animal a un problème en ce moment », il ne faut pas hésiter à aller consulter immédiatement. Voilà, donc on va commencer avec la première question de ce Facebook Live spécial santé du chat, avec une question de Julia. Julia, elle a un chat qui a la possibilité de sortir en extérieur, c'est pas le cas de tous les chats, mais le problème c'est que lorsqu'il revient, il a souvent des petites blessures, il saigne un peu. Alors est-ce qu'elle doit l'empêcher de sortir et comment soigner ses bobos quand il revient? Effectivement, c'est assez fréquent chez les chats qui sortent, notamment quand ils vivent dans des zones où il y a beaucoup de chats. Il peut y avoir des bagarres et pour autant que le chat est un animal plutôt résistant, qui a tendance à bien guérir de blessures parfois assez compliquées, ça peut quand même se compliquer et notamment les chats ont très fréquemment des abcès. C'est suite à des morsures ou des griffures et ça une petite plaie qu'on ne voit souvent pas et qui s'infecte et ça vient se manifester quelques jours après par des douleurs locales et parfois ça peut s'infecter et se généraliser, donc faire un chat qui devient plus faible, qui mange plus, des choses comme ça. Donc ça se traite chez le vétérinaire, généralement il faut quand même une anesthésie, mais parfois on peut éviter. Et puis généralement des soins locaux et des antibiotiques suffisent pour se débarrasser de la petite blessure. Très bien. Alors, deux questions, docteur Tardif, en ce qui concerne les boules de poils. Alors, deux questions différentes, mais sur le même sujet. Adeline, bonjour, que faire pour mon chat qui tousse à cause de boules de poils? Et Fanfan, dont le chat ne rejette plus ses poils qu'il ingurgite depuis un moment, comment faire? Alors, le problème effectivement de nos chats d'intérieur, c'est qu'ils ont tendance à perdre leurs poils toute l'année. Normalement, il y a une mue qui arrive au moment où l'été revient et où ils perdent un petit peu de leur pelage, puis les poils reviennent l'hiver, mais sinon, à l'intérieur, ils peuvent perdre toute l'année et dans ce cas-là, ils les avalent au cours de leur toilette et ça peut provoquer des troubles digestifs. Donc, d'une part, il peut y avoir des vomissements, si la quantité de poils est vraiment très, très grosse, elle ressort sous la forme de petites pelotes. Et ça peut faire que le chat peut vomir assez régulièrement, enfin plusieurs fois par semaine. Ça peut jouer aussi au niveau digestif, sur le transit, si les poils passent dans l'intestin. Pour solutionner ça, on peut lui donner des choses qui l'aident au transit, certaines gammes de croquettes ou certains produits alimentaires qui vont faciliter le transit, notamment par l'ajout de fibres, tout ce qui va fluidifier un peu les selles et les rendre plus molles. Et puis pour prévenir des vomissements et du fait qu'il ingère trop de poils, il ne faut pas hésiter à le brosser, surtout si vous voyez effectivement qu'il a une perte de poils assez importante. C'est valable pour les chats un peu gras qui ont des poils un peu mi-longs, mais voilà, pas hésiter à le brosser. Et alors, souvent les gens se plaignent que malheureusement, ils ont beau le brosser, il en perd toujours autant. Il faut garder à l'esprit que tout ce qu'il y a sur la brosse n'est pas dans l'estomac de votre chat. Et que, effectivement, même si vous donne l'impression d'en perdre beaucoup, vous en enlevez quand même, et que c'est toujours ça en moins dans votre maison ou pire dans son estomac. Alors, une question de Dany. Mon chat fait des allergies cutanées et il est sous cortisone depuis plus de 2 ans. Y a-t-il un autre moyen de le soigner? Il parle par exemple de croquettes hypoallergéniques. Ouais. Alors, le phénomène des allergies est bien complexe. Le traitement à la cortisone, c'est un traitement qui est palliatif dans le sens où ça va corriger les symptômes. Ça va éviter notamment que le chat ait des démangeaisons et qu'il s'arrache les poils. Ça peut être très important des fois.
Malheureusement, c'est palliatif et ça a des effets secondaires, donc il faut bien garder à l'esprit que c'est effectivement pas la solution au problème, ça ne va pas guérir le chat. Le problème des allergies étant souvent d'ailleurs qu'on a du mal à en guérir. Hein. Le processus de sensibilisation existe pour les humains, mais c'est pas encore très efficace, ça ne marche pas pour tous les allergènes. Et en plus, il faut préalable identifier l'allergène. Dans le cas des chiens et des chats, là on parle d'un chat, par exemple pour un chat, ce qui est très fréquent, c'est les allergies aux piqûres de puce et les allergies alimentaires. Chez les chiens aussi, on a beaucoup d'allergies alimentaires, même une grande quantité qu'on appelle la dermatite atopique canine. Voilà, un grand complexe des allergies, il faut retenir grosso modo qu'on essaye de trouver l'allergène en éliminant petit à petit un à un les facteurs dans l'environnement qui peuvent être la cause. Donc chez le chat, ça va consister à utiliser des antiparasitaires et à éventuellement changer d'alimentation, donc utiliser des croquettes hypoallergéniques, voire un régime ménager avec des aliments que le chat n'a jamais vus. Donc ça peut être des produits préparés à la maison avec une nouvelle viande et d'autres produits que le chat n'a jamais mangés. Et on voit ensuite si effectivement les symptômes diminuent ou disparaissent. Il faut au préalable éliminer toutes les autres causes qui ne sont pas des allergies, et il peut y en avoir beaucoup, et ça peut être compliqué à trouver. Je pense notamment aux causes parasitaires, des choses comme ça. Donc il faut retenir que le problème de l'allergie, c'est un problème qui dure souvent dans le temps, qui ne donne pas souvent des réponses satisfaisantes, donc il faut s'armer de patience et de courage et persévérer. Si jamais vous estimez que le traitement ne produit pas les résultats satisfaisants, éventuellement décider de partir dans une autre voie thérapeutique. Par exemple des remèdes naturels, de l'ostéopathie. Alors, typiquement, l'homéopathie, c'est le seul cas, les allergies, où j'aurais tendance à pouvoir prescrire de l'homéopathie. Mais à la base, moi, ce qui est le plus important, c'est la recherche de la cause et donc éliminer petit à petit des allergènes. Donc, typiquement, changer de marque de croquette, effectivement, si jamais vous voyez que votre chat continue à manifester des allergies, il faut changer quelque part dans son environnement ce qui est à l'origine, enfin, la source de l'allergène. Donc, soit ça va être une protéine alimentaire, soit ça va être des piqûres de puce, des parasites, parfois ça peut être encore d'autres allergènes. Donc, il faut y aller un à un et éliminer les causes une à une, patiemment. Merci, docteur Tardif. Une autre question de Célina. Son chat fripon a des pellicules sur le dos et les fesses. Que faire? Alors, les pellicules, c'est difficile. Disons qu'on voit souvent des petits points blancs qu'on appelle pellicules, mais ça peut être bien des choses. Les gens évoquent souvent le problème des œufs de puce. Alors, concrètement, les œufs de puce, ça ne se voit pas souvent. Quand on voit des points blancs, c'est très, très, très rarement des œufs de puce. Il s'agit en général plus de squames de peau, donc effectivement, ce qu'on peut appeler des pellicules. Et ça varie suivant le pelage du chat, effectivement. Il y en a certains qui peuvent en avoir plus que d'autres. C'est pas très grave en soi, mais ça peut être signe d'un pelage un petit peu terne, sec, avec un poil éventuellement un peu cassant et une peau un peu fragile. Donc se poser la question de savoir effectivement, d'une part, l'alimentation du chat au niveau des acides gras essentiels par exemple, ça peut jouer sur son pelage, effectivement, peut-être changer l'aliment. Et d'autre part, ça va être tout ce qui est de l'ordre du toilettage et tous les soins externes que le chat peut recevoir. Les animaux ne sont pas théoriquement faits pour être lavés très régulièrement, parce que justement ça assèche la peau et ça détruit la graisse naturelle qui la recouvre et qui la protège. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des produits dans ces cas-là qui sont spécifiquement attribués aux animaux. Et puis d'une manière générale, plus on limite les lavages, mieux c'est. Et après, en fonction de l'importance de la quantité de pellicules qu'il y a, pas hésiter à aller voir un vétérinaire pour voir s'il n'y a pas une autre cause sous-jacente. Hein, ça pourrait être du stress. Alors, le stress, ça ne se manifeste pas par des pellicules. Ça va se manifester plutôt par des comportements associés à la dermatologie, comme des léchages, ou parfois on peut avoir effectivement des zones de perte de poils. Hein, il peut aller jusqu'à s'arracher les poils. Mais les pellicules, ça viendra secondairement à une cause qui va le provoquer, qui peut être une cause parasitaire ou une infection, des choses comme ça. Effectivement, on peut avoir des fois une peau où on va juste avoir des petits squames, des choses comme ça qui vont se voir. Ça dépend de l'importance de l'infection en fait. Mais grosso modo, éliminer d'abord les causes biologiques. Éventuellement, après, vous pourrez envisager des causes comportementales, mais s'il y a juste des pellicules et que le chat ne se gratte pas, c'est sûrement pas comportemental. Très bien, une question de Muriel, docteur Tardif. Mon chat de 18 ans maintenant miaule beaucoup pour manger même quand il a sa gamelle est pleine.
Il faut presque le mener devant sa gamelle pour qu'il remange. Bon, alors là, c'est pas tellement de la santé, c'est plus du comportement, parce qu'à mon avis, ce chat-là n'a pas de souci particulier. Et il a 18 ans quand même. Oui, mais voilà, ça dépend. C'est difficile à dire parce que le problème du chat, qu'il a tendance à réclamer tout le temps, sans forcément avoir d'intérêt pour la nourriture derrière. Donc ce qui est très important à mesurer pour connaître la prise alimentaire de votre chat, c'est pas tant est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il réclame, c'est vraiment mesurer la quantité qu'il mange. Donc vous pesez l'aliment, les croquettes, et vous voyez à la fin de la journée si ça correspond à la ration normale qu'il doit consommer. Parce qu'après, il peut venir vous réclamer et la manger quand vous n'êtes pas là, par exemple. C'est pas toujours évident de se référer à la quantité de fois où il va réclamer pour savoir s'il a faim ou pas. Et puis en plus, comme je dis, il y a le comportement qui vient jouer. Chez le chat, c'est assez naturel de réclamer sans forcément avoir faim. Donc vous pesez la quantité de nourriture et si jamais ça ne correspond pas à ses besoins, là vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce qu'il a un problème d'appétit. Et l'autre paramètre qui va être très important à mesurer, qui est presque plus efficace, c'est le poids. Vous faites une courbe de poids et vous voyez s'il y a des variations. Et il faut savoir que sur un chat, une variation de quelques centaines de grammes, c'est énorme. Parce que pensez 4 kilos par rapport à, on va dire, le poids normal d'un humain, c'est 80, il y a une différence de fois 20. Donc 100 grammes chez un chat, c'est 2 kilos chez nous. Hein. Donc, voilà. Mais est-ce qu'elle doit changer d'alimentation? Alors après, ça dépend. Par rapport au goût du chat, donc là, c'est pas par rapport à un problème de santé, ça va être effectivement des caprices liés à son intérêt pour tel ou tel aliment. Bon, là, il ne faut pas hésiter à lui proposer d'autres aliments si jamais éventuellement il demande de la variété. Plus vous lui en proposez, plus il aura tendance à en réclamer et effectivement il peut être très capricieux par moment. Mais voilà, pour distinguer justement, parce que ça peut ne pas être évident et ça peut être une source de problème, notamment le chat avec son appétit peut être parfois très délicat. Pour distinguer le chat capricieux qui vous fait difficile parce qu'il n'a pas envie d'avoir ce parfum-là, et le chat qui a un problème de santé et qui va commencer à moins manger parce qu'il vieillit par exemple, ou n'importe quel autre problème, ben, c'est ça, c'est le poids d'une part, vous faites une courbe de poids, et vous pesez les croquettes tous les jours, la quantité que vous versez dans la gamelle, pour être sûr et certain de la quantité qu'il mange. Une autre question, docteur Tardif, de mademoiselle. Mon chat tousse beaucoup, il reste beaucoup à côté du radiateur. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Alors, pour les maladies respiratoires, puisque la toux, ça peut être beaucoup de maladies respiratoires, voilà, il y a beaucoup de causes possibles, hein, donc pas hésiter à en Alors, elle demande justement si le fait de rester près du radiateur peut être la cause de sa toux. Non, non, non. Ça, c'est plutôt choix environnemental du chat par rapport à ses goûts, qu'ils ont tendance à aimer effectivement les endroits au chaud et les positions près du radiateur sont souvent privilégiées. Mais non, c'est pas ça qui va être la cause de sa toux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chats peuvent être soumis, justement, par les allergies de tout à l'heure. Ce qui peut provoquer des toux chroniques, qui est assez fréquent chez les chats, c'est des phénomènes d'asthme félin. Donc c'est un peu comme chez nous, effectivement, on a une inflammation qui provoque une irritation au niveau des voies respiratoires et ça le fait tousser. Il faut penser également à une maladie infectieuse qui est très fréquente chez le chat qui s'appelle le coryza, qui est dû à un virus et qui peut provoquer aussi des toux chroniques. Le problème, enfin la caractéristique de ce virus étant que malheureusement un animal qui a été touché par le virus le garde toute sa vie et donc peut manifester des symptômes à bas bruit toute sa vie. Donc pas hésiter si jamais on a un doute à aller en visite chez le vétérinaire pour explorer, voir s'il n'y a pas effectivement moyen d'améliorer ça. Il faut voir ça par rapport aussi à la fréquence de la toux, l'importance et à quel point ça gêne le chat, ça l'incommode. Mais si ça dure depuis longtemps, vaut mieux aller chez le vétérinaire. Ça dépend de... non, ça dépend une toux chronique par exemple. Mettons le chat, il toussote 2-3 fois dans la journée au cours... Mais pas plus que ça sur la journée, ça ne va pas être très très grave. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, ça n'évolue pas. Ça reste comme ça depuis des années, ça ne bouge pas. Donc là, on va parler effectivement d'un asthme félin, phénomène allergique qui provoque des petites toux, mais ça n'évolue pas. Et surtout, ça n'incommode pas le chat. Si par contre le chat tousse au point d'avoir des problèmes respiratoires, une insuffisance respiratoire, une gêne, ou même n'importe quelle forme de mal-être issue de ce problème, là, il ne faut pas hésiter effectivement à engager une voie thérapeutique, même si ça dure depuis un moment. Notamment pour des phénomènes allergiques qui peuvent évoluer au cours de la vie. Et de temps en temps, on ne s'en rend pas toujours compte, ça évolue lentement. Très bien, docteur Tardif. Une question de Johanna. Bonjour, le ventre de ma chatte est quasiment nu, sans poils. Elle a tendance à souvent se lécher. Pourtant, elle est en bonne santé. Elle mange, elle boit, elle joue, etc. Est-ce que ces démangeaisons sont dues à un parasite? Est-ce que c'est quelque chose de courant?
Eh bien, j'en parlais tout à l'heure. Bon, et c'est très bien d'envisager la cause parasitaire. C'est effectivement les premières choses qu'on va vérifier, puisque c'est facilement vérifiable et on peut tout de suite avoir la réponse. Mais là, très souvent, les chats qui ont tendance, le léchage sur le ventre, c'est une zone qui est très souvent privilégiée pour les chats stressés, justement. Euh, donc, je le redis, hein, une fois qu'on a éliminé les causes biologiques et, comme vous l'avez très justement fait remarquer, d'éventuelles causes parasitaires ou autres, là on va pouvoir s'intéresser au comportement et se poser la question, vous l'avez dit, il se lèche. C'est souvent ce qu'on appelle alopécie, donc quand il n'y a plus de poils, qui sont dus au léchage. Donc c'est pas dû directement au parasite, c'est parce que le chat arrache lui-même ses poils, quoi. Et la zone du ventre est souvent privilégiée. Donc malheureusement, pour traiter ça, pour être sûr de ça, c'est un diagnostic d'exclusion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vérifie qu'il n'y a pas d'autres causes biologiques ou autres. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, c'est là qu'on peut envisager l'allergie ou même des causes comportementales. Mais ensuite, pour engager le traitement, c'est souvent un traitement qu'on dit, ouais, une thérapie qu'on dit diagnostique, dans le sens où en fait, si jamais l'animal répond bien à la thérapie, c'est donc que c'était la cause. S'il répond bien, par exemple, à un changement d'alimentation, eh bien, et qu'il arrête de se gratter suite à ça, c'est que c'était une cause allergique. Si en changeant l'environnement du chat et en ajoutant des facteurs qui garantissent qu'il ait moins de stress, les léchages s'arrêtent, eh bien, c'est que c'était une cause qui était plus comportementale. Donc, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à envisager les deux thérapies, ou en tout cas ne pas exclure l'une par rapport à l'autre tant qu'on n'a pas testé, voir si jamais ça provoquait des résultats. Parlez bien fort, docteur Tardif, s'il vous plaît. Une question de Célina, d'ailleurs, en parlant d'alimentation. Son chat fripon mange très peu et bouge beaucoup, mais il est obèse, alors qu'il mange exactement la même chose que Crumble, son autre chat, qui lui est tout fin. Eh bien oui, il peut y avoir des différences d'assimilation chez les chats comme chez nous. Donc c'est-à-dire que le même chat, enfin non, pas, deux chats différents mais avec la même activité, la même alimentation, ne vont pas avoir le même embonpoint. Ça dépend énormément des organismes. Mais après, la plupart des chats ont besoin quand même d'activité, ont tendance à rester assez mobiles dans leur milieu naturel. Malheureusement, les chats d'intérieur ont tendance à beaucoup limiter cette activité. Une bonne solution pour ça consiste à leur donner à manger en leur donnant un exercice en plus. Les Gamel Cat Activity, par exemple, qui obligent le chat à utiliser sa patte pour sortir les croquettes, ça limite drastiquement déjà d'une part la quantité de nourriture qu'ils avalent, puisqu'ils la mangent plus lentement. Et en plus, le fait de faire un petit effort avant leur donne une petite activité. Alors l'activité est encore plus importante avec des pipolinos, mais il y a des fois des chats qui comprennent et qui arrivent à vider le truc sans forcément courir derrière. Mais voilà, l'idée étant de fournir une activité au chat qui va ralentir sa prise alimentaire et augmenter aussi la dépense énergétique qu'il a, donc limiter la prise de poids. Le problème aussi des croquettes étant que c'est un régime qui est très dense et qui ne fournit pas souvent la satisfaction de l'estomac plein au chat. Donc pas hésiter à gonfler le volume des aliments sans modifier le contenu de la ration. Hein. Par exemple, vous pouvez humidifier les croquettes, ça donne du lest, hein, ça augmente le poids et en plus ça apporte plus d'eau, donc c'est à d'autres avantages. Mais vous pouvez le diluer par exemple avec des courgettes, un aliment que les chats aiment bien. Que vous mélangez aux croquettes ou à la pâtée. Et ça va augmenter le volume de la ration et lui permettre d'avoir moins faim au cours de la journée. Et est-ce qu'il faudrait passer sur des croquettes light? C'est le principe des croquettes light, en fait. Le croquette light ont tendance à avoir une densité en calories qui est un peu plus faible. Ça veut dire que pour le même volume de croquettes, il y a moins d'énergie, donc il peut en manger plus. C'est le principe du régime light. Et après, un régime de croquettes light, ça reste un régime de croquettes, c'est-à-dire avec des aliments avec 15% de matière sèche. Donc, si jamais vous voulez vraiment augmenter le volume de la ration sans augmenter les calories, eh bien, il faut passer à un régime éventuellement humide, donc à base de pâté, où là, il y a 85% d'eau, ou bien rajouter manuellement l'eau dans les croquettes, comme j'ai dit, les humidifier. Merci, docteur Tardif. Une question de Méline. Son chat sort en laisse en ce moment, mais avec le froid, elle ne sort plus. Il commence à éternuer. Que doit-je faire pour éviter que ça s'empire? Alors, par rapport à l'éternuement, ça clairement, il faut aller en visite chez le vétérinaire pour évaluer, voir s'il n'y a pas une maladie ou quelque chose et mettre en place le bon traitement. Quant aux sorties, c'est sûr qu'ils peuvent aussi attraper comme nous des coups de froid, mais en général, le chat est bien résistant par rapport aux températures extérieures. Ils ont moins tendance à souffrir d'une variation de température comme c'est extrême. Mais après, il y a vraiment une question d'habitude et ça peut arriver aussi, hein, c'est pas exclure. Par contre, après, si votre chat,
souhaite ne pas sortir et même manifeste quand il est dehors l'envie de rentrer, bah, laissez-le agir à sa guise, hein, en fin de compte. Le chat est un animal qui n'est pas nécessaire de forcer, hein. Il manifeste très très bien ce dont il a besoin et envie. Et en général, il suffit de suivre ses besoins pour le satisfaire. Donc si jamais vous laissez l'accès libre, c'est très bien de proposer, de continuer à lui proposer l'accès à l'extérieur, ou bien on laisse, hein, aussi, hein, que vous lui proposez de sortir, et que vous voyez qu'il n'a pas envie de rester dehors parce qu'il a trop froid, ou pour X ou Y raison, il souhaite rentrer, vous le laissez se balader suivant la durée qu'il souhaite, et puis vous limitez. Vous pouvez réduire la durée des balades pendant l'hiver. Alors, toujours sur la question des balades, Laetitia, elle a un chaton qui vient d'avoir son premier vaccin. Le rappel est prévu le mois prochain. À quel moment le laisser sortir? Alors là, il y a des vétérinaires qui présentent ça de manière assez impérative, et c'est vrai, d'une manière générale, le risque est augmenté quand l'animal n'est pas vacciné, à partir du moment où il sort à l'extérieur et où il peut rencontrer d'autres chats, en particulier des maladies. Mais c'est une analyse de risque, hein. Donc c'est-à-dire que suivant, par exemple, si vous êtes dans un endroit plutôt isolé et qu'il n'y a pas d'autres chats, bon, le risque est un peu moindre. Donc c'est un choix à faire. Mais la recommandation usuelle est effectivement de ne pas laisser sortir l'animal avant la réalisation au minima des premiers vaccins, voire du protocole vaccinal complet, donc la première piqûre et le rappel à plus un mois pour l'animal jeune. Donc en général, ça se situe autour de 2, 3, 4 mois. Mais moi, j'ai tendance à être l'éthologue qui parle par-dessus ces critères santé et qui vous dit que pour le bien-être psychologique de l'animal, c'est très important qu'il forme aussi ses expériences. Donc ce qui peut être fait, un bon compromis par exemple, peut être de laisser le chat sortir dans le jardin, voire en laisse ou quelque chose comme ça, avant qu'il ait reçu tous ses vaccins, pour qu'il puisse quand même être confronté au milieu extérieur, que ce ne soit pas une découverte à 3 mois où c'est déjà un peu tard. Une question de Jackie. Mes chats ne sortent pas, ils sont en appartement. Je voudrais ne plus les faire vacciner. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Tardif? C'est envisageable. Moi, je ne suis pas forcément pour la vaccination systématique de tous les animaux. Ça dépend énormément des facteurs de risque. Et notamment un chat d'appartement qui ne sort pas, qui n'est pas confronté à d'autres chats, ne va pas être exposé à certaines maladies. Par contre, ce n'est pas le cas pour toutes les maladies contre lesquelles on vaccine. Il faut savoir par exemple que le coronavirus, la responsable du typhus, qui est une maladie qui provoque des diarrhées assez importantes et assez dangereuses, notamment pour un animal, un chaton ou un vieux chat, et le coryza également, sont des maladies que l'on peut ramener sans que le chat soit en contact avec un autre chat. Des virus assez résistants qu'on peut ramener sous la chaussure, par exemple en marchant dans la rue ou en étant nous-mêmes en contact avec un autre chat à l'extérieur. Il y a une maladie en particulier, pour le coup, où c'est particulièrement inutile de vacciner si le chat ne sort pas, c'est le sida du chat qui effectivement ne se transmet que par griffure et par morsure. Et donc, grosso modo, moi ce que je recommande, c'est de ne pas, enfin, de vacciner à minima contre le coryza et contre le typhus, et un chat qui ne sort pas d'appartement, mais ça n'est pas indispensable. Et les clients qui me disent ne pas souhaiter vacciner leur animal à condition qu'il ne sorte pas, je n'ai pas de contre-indication non plus. Une question de Cécile. Ma chatte a été épileptique plus ou moins une crise par mois. Aucun traitement n'a été mis en place, malgré une prise de sang qui a été effectuée. Et du jour au lendemain, depuis mai-juin, elle n'a plus fait de crise. Elle voudrait savoir si vous avez un commentaire, à quoi c'est dû. C'est que l'épilepsie, c'est assez compliqué et ce n'est pas forcément une maladie que l'on comprend bien. La preuve d'ailleurs avec une formation que j'ai suivie il n'y a pas très très longtemps et qui a remis à jour les cours que j'avais eus, où on nous expliquait que l'épilepsie en fait était bien plus importante que ce qu'on estimait chez les animaux, notamment chez les chiens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui est un petit peu comme un court-circuitage du cerveau, on va dire, où tous les neurones s'activent en même temps, mais on ne connaît pas exactement la cause. Donc on parle d'épilepsie quand on a des manifestations de crise, mais qu'on n'a pas réussi à associer à une autre cause. Et dans un second temps, et ça ce n'est pas de l'épilepsie, on va parler de crise convulsive,
il y a des convulsions qui peuvent arriver fréquemment et qui sont dues à des causes secondaires. Donc ça peut être par exemple la présence d'un AVC, d'un caillot de sang dans le cerveau, ou d'une tumeur, quelque chose qui vient comprimer une partie du cerveau. Ça peut être aussi des maladies métaboliques, par exemple une insuffisance rénale qui va provoquer une augmentation du taux d'urée, ça va provoquer des convulsions, ou bien quelque chose qui va faire une hypertension dans le crâne. Voilà. Tout un tas de causes qui vont être à l'origine de convulsions et qui peuvent donner lieu donc à des crises comme ça pour des épisodes passagers mais qui ensuite disparaissent. Quand on n'a pas de cause comme ça, donc c'est aussi un diagnostic d'exclusion, on élimine toutes ces causes, et quand on n'arrive pas à en trouver une, on conclut à de l'épilepsie. Et l'épilepsie est plutôt une maladie qui se manifeste entre 1 et 3 ans chez les animaux et qui peut être parfois... C'est très variable en fait, de temps en temps on a des crises qui sont très rapprochées, de temps en temps on peut avoir une crise par an, ou 2, 3, ça peut être une crise tous les mois, donc voilà, c'est l'évolution qui va être très importante pour savoir dans quelle démarche thérapeutique on va s'engager. Si on voit que les crises se rapprochent ou sont assez proches et ou ont des conséquences négatives, on va mettre en place un traitement, et le traitement est souvent assez lourd. Ça consiste à limiter l'activité du cerveau, donc c'est pas assez proche d'un sédatif. Pour limiter l'apparition des crises à partir du moment où elles apparaissent. Le but étant de trouver la dose minimale où l'animal n'a pas de crise. Mais à partir du moment où les crises sont espacées, voire où elles disparaissent spontanément, on n'engage pas forcément de procédure thérapeutique. Et vous avez mentionné une prise de sang, c'est intéressant à dire, parce que, comme j'ai dit, c'est un diagnostic d'exclusion, donc il faut éliminer un tas de causes, notamment des causes métaboliques qui vont se vérifier par prise de sang, mais c'est un diagnostic d'exclusion, ça veut dire qu'on fait des examens complémentaires, mais on ne trouve pas forcément de réponse. Et on conclut à de l'épilepsie quand tous les examens n'ont rien révélé. Et pour l'épilepsie, c'est toute la chaîne des examens qu'on doit réaliser, à savoir prise de sang, biochimie, également analyse des cellules. Vous faites de l'imagerie, parfois de l'imagerie assez onéreuse, puisqu'il s'agit de scanners ou d'IRM qui vont s'effectuer de la boîte crânienne. Donc voilà, c'est une démarche d'examen complémentaire qui peut parfois être assez longue, assez onéreuse et ne pas produire de résultats. Il faut s'y préparer. Une question de Céline, docteur Tardif. Mon chat a un souci de, désolé du terme, masturbation convulsive. Il est castré, mais il continue jusqu'au bout. Est-ce que c'est une forme d'angoisse? Je précise qu'on me l'a amené, il n'avait que 2 jours, et du coup, elle l'a nourri au biberon. C'est plus une question de comportement peut-être, mais... Là, oui, on est plus dans le comportement, je pense. Mais c'est assez exceptionnel, des chats qui ont des comportements sexuels et notamment de masturbation. Ça se décrit assez fréquemment chez les chiens, mais c'est assez rare chez les chats, et encore plus un chat castré. Donc je demanderais précision et notamment à avoir une séquence pour observer le chat, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de cas, notamment le chat a tendance à se frotter avec les pattes arrière lorsqu'il joue aussi. Bon, à voir, une manifestation comportementale qui peut être effectivement parfois due à des hormones sexuelles, c'est difficile à dire. Là, très honnêtement, je ne pense pas pouvoir donner la réponse, savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête du chat à ce moment-là. Alors une question, ce sera la dernière, une question de Nicole. Mon chat a été opéré en juillet d'un cancer qui touche les muscles. Cela récidive après un passage sans manger avec des médicaments. Il remange normalement, mais ne prend plus aucun médicament. Elle est inquiète. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? C'est pas toujours évident les périodes de convalescence post-chirurgicaux, et notamment là on est dans pratiquement une chimiothérapie. Enfin, c'est pas une chimiothérapie, mais enfin on est engagé en tout cas un processus thérapeutique après un cancer. Bon, moi ce que j'estime toujours dans ces situations, c'est qu'on est dans une démarche de soins palliatifs. Voilà, ça dépend énormément des cancers, parce qu'il y a des cancers qu'on peut guérir en enlevant la tumeur assez rapidement par exemple, mais c'est pas toujours évident. Donc on est dans une démarche en fait où on se dit qu'on va engager une thérapie pour soulager l'animal le maximum, lui donner suffisamment de temps à vivre en plus, dans une situation de bien-être où il ne souffre pas. Et pour moi, l'un des critères très importants à surveiller, et notamment pour le chat, ça va être l'appétit. L'appétit du chat, c'est le critère qui détermine s'il se sent bien ou pas. Et donc, si jamais vous voyez que votre chat a une bonne prise alimentaire par rapport à d'éventuels autres symptômes, bon, c'est qu'on est plutôt sur une bonne évolution, mais souvent le moment où il s'arrête de manger est le moment où ça ne va plus, et où malheureusement, malgré les soins, le cancer a évolué de telle sorte qu'on n'arrive plus à soulager et à supprimer la souffrance. Après, dans une démarche thérapeutique avec un cancer qui peut aboutir à des guérisons, l'appétit va être aussi un bon critère d'évolution derrière de la maladie. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus les autres symptômes, notamment les symptômes respiratoires, dans le cas où il y aurait des métastases.
Merci Docteur Tardif, on arrive à la fin de ce Facebook Live, alors merci à tous pour vos questions, toutes très pertinentes. Si vous en avez d'autres, sachez que vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses de WAMIS. Toute la communauté WAMIS y répondra, ainsi que le Docteur Tardif en personne. Donc n'hésitez pas, puis surtout si votre animal a un problème ou que vous suspectez une maladie, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire parce qu'il sera le mieux placé pour vous aiguiller. En attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live dédié cette fois-ci à la santé du chien, peut-être même avec une thématique sur l'activité physique du chien. On verra ça, on va préparer ça. Et puis retrouvez toute l'actualité des animaux de compagnie sur wamis.com. Bonne journée. Bonne journée.